recrudescence des crimes passionnels au Cameroun, que se passe-t-il? Est-ce qu'il faut mourir? Est-ce qu'il faut se retrouver justement à la morgue ou non simplement de l'amour parce qu'on n'est pas d'accord, on est en désaccord, on choisit d'exprimer de quelque façon que ce soit son mécontentement, on choisit d'utiliser les armes qu'il ne faut pas pour réagir et dire non dans tous les cas. On ne sait pas ce qui se passe, on essayera tant bien que mal de pouvoir décrypter ce qui se passe, notamment chez les hommes, oui, je préfère le dire ainsi, parce que ce sont eux qui font preuve ces derniers jours, je ne sais pas si je vais dire de lâcheté, de bassesse ou alors du moins de comportement extrêmement barbare. Hier encore, c'est une femme et un homme qui ont perdu la vie, justement à cause d'un autre qui est hyper courroucé. Dans le cas de la revue des réseaux sociaux, ce sera à 11 heures. On donnera suffisamment de temps pour pouvoir éplucher ce sujet comme il se doit, sensibiliser au max afin que ce genre de choses puisse s'arrêter, ce type de barbarie, parce qu'il y a mille et une façons de pouvoir gérer des conflits, notamment des conflits de couple. Lorsque le cœur n'y est plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais avant, permettez-moi de vous dire bonjour à tous et à chacun. Merci d'être là à ce rendez-vous jusqu'à 12 heures. Vous serez servi des plats aussi chauds. Et le premier plat, c'est avec Dominique Audrey. C'est vous qui, ou alors c'est elle qui gère le service. Parlons de l'histoire de ce matin. Bonjour Dominique. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. Tu vas bien? Ça va. D'accord, on y va. Ça va. J'ai une préoccupation que j'aimerais partager avec vous dans le cadre de votre programme. Je suis un jeune Camerounais résidant à Yaoundé. Voici ma préoccupation. Je suis l'aîné d'une famille. Mon papa est décédé il y a 11 ans. Avant son décès, il était souffrant. Et à la veille de sa mort, il nous a dit de ne pas l'enterrer au village. Soit on l'enterre sur son terrain, soit dans un cimetière, et qu'il regrette lui d'avoir enterré ses parents au village. Nous avons tenté de nous y opposer, mais il a été catégorique. Mon papa était fils unique et nous ne fréquentons pas trop le village. J'y suis allée par 2 fois avec lui et je suis le seul parmi les enfants de mon père à y être allé. Lors des préparatifs de ces obsèques du deuil, j'ai parlé à mes oncles et à mes tantes en leur disant voilà les dernières paroles de papa, et ils ont tenté de s'y opposer. J'ai dit d'accord, vous allez donc venir prendre le corps l'heure du deuil et vous irez enterrer au village comme c'est ce que vous voulez. Ils ne sont pas venus. Il a été dit que s'ils venaient, ils n'arriveraient pas au lieu du deuil vivant. Nous de même, si nous tentions d'aller l'enterrer notre papa, nous ne reviendrons pas vivants et mon papa a été enterré sur le terrain familial. Ma petite sœur est souffrante. Au niveau des hôpitaux, elle n'a pas trouvé de guérison. Elle s'est rendue chez un traditionnaliste et on lui a dit qu'elle a traversé le poison. Le monsieur lui dit que la terre de nos ancêtres nous réclame. Pour cela, il faudrait aller faire à manger il faudra aller faire manger le village. Nous devrions y aller avec l'une de nos tantes, la cousine de notre papa, et elle ira avec nous. Et nous n'avons plus de tantes ni d'oncles au village. Tous sont décédés après mon papa. Que faire? Nous sommes confus. En y allant, c'est à aller à l'encontre des dernières volontés de notre père qui voulait qu'on s'éloigne un peu définitivement de son village. Nous sommes responsables de cela. Y a-t-il des conséquences si jamais on va véritablement donner à manger à ce village qui, entre guillemets, serait en train de nous rencontrer? Aidez-moi, je suis confus. Summary. Dominique Audrey. The summary. C'est un chef de famille qui, après le décès de son père, a dû enterrer son père avait le choix, soit le cimetière, soit le terrain familial. Sauf que les oncles, c'est-à-dire les cousins de leur père, n'étaient pas d'accord avec cette annonce-là. Mais puisqu'on leur a dit, si vous tentez d'aller prendre le corps de votre frère pour le ramener au village, vous mourrez. Et si les enfants essayaient d'aller enterrer leur père au village, ils allaient mourir. Ils ont enterré leur père en ville. Sauf que depuis, sa petite sœur est très 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 malade et malgré toutes les visites, les consultations et tout ça, on ne trouve rien. Un traditionnaliste, tradipraticien, marabout, tout ce que vous voulez, lui a fait savoir à sa sœur que c'est le village qui les réclame. Donc il faudrait aller nourrir le village et ils doivent se faire accompagner par un de leurs parents, tante ou oncle. Sauf que les oncles sont morts.
et il faut aller nourrir le village. Est-ce que retourner dans ce village où leur papa ne voulait pas qu'ils aillent, ne serait-ce aller à l'encontre des volontés de leur père? Dans cette situation, qu'est-ce qu'ils doivent faire? En quoi est-ce qu'ils sont responsables du détachement de leur père avec le village? Voilà. Parce que leur père, de son vivant, disait « Je regrette même d'avoir enterré mes parents dans ce village-là. » Quand ils vont, à présent, c'est pas pour... en fait, ils n'ont pas l'intention d'exhumer leur père de la construction familiale pour aller enterrer le crâne au village, parce que quelquefois aussi on a souvent vécu ça. Mais pour eux, par contre, c'est parce qu'ils veulent sauver la vie de leur sœur qui est très malade, et ils ont l'information selon laquelle ce n'est qu'en allant au village qu'elle pourrait avoir la vie sauve. C'est-à-dire que c'est ce qui se dresse de plus en plus comme unique hypothèse pour cette dernière de retrouver la santé. Mais on a toujours cette volonté de respecter les consignes du père et non pas de rentrer de cette façon-là. Alors, Bomo Bengan, dites-nous ce qu'on devrait pouvoir faire dans ce genre de situation. Il s'agit de vie humaine. Est-ce que le problème devrait se poser? Parce que si on le fait, ce n'est pas pour désobéir à papa, mais c'est pour sauver l'enfant de papa. C'est-à-dire que lui également serait heureux de savoir que sa fille soit en santé. Sauf si je me trompe. Oui, vous vous trompez justement. Le problème se pose parce que papa a voulu que le problème se pose. C'est tout. Le problème, vous faites comme si on faut régler le problème avec les enfants. Ils savent quoi dedans. Papa s'est déconnecté. Il va mettre sa progéniture dans la déconnexion totale et dans l'absurdité, dans l'instabilité et tout ce que cela comporte. Il aurait dû donner la raison avant son décès? Absolument. Et les enfants auraient dû poser le problème que lorsque papa dit ça, papa a des frères et des sœurs qui vivent encore. Ils ne vont pas leur dire que votre frère refuse qu'on l'amène ici. C'est à vous de le faire. Ils ont voulu régler sans famille, qu'ils règlent. Qu'ils assument ce qui va leur arriver. On dit, je regrette d'avoir enterré mes parents au village. D'accord, mais papa, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne dit rien. Il ne dit rien. Il veut donc laisser ses enfants. C'est un homme qui a gâté son corps par ses pratiques. Parce que si la famille qui envisageait venir prendre le corps, l'enterrer, s'est rendu compte que ce truc, on va faire des accidents et tout. Les enfants également qui vont ça veut dire que c'est un homme méchant. Peut-être c'est, oui, c'est peut-être les déçu, mots ne sont pas appropriés. Est-ce qu'on ne dira pas déçu? C'est-à-dire que, voilà, il y a des regrets. J'ai dit méchant. Je regrette d'avoir enterré mes parents dans la tête de leurs ancêtres. Un homme normal le dit. Les propos sont peut-être durs, je dirais même rébarbatifs, puisqu'on les adresse aux enfants. Mais ils vont nous pardonner, on n'insulte pas le papa. C'est que l'action de leur papa les met dans une situation inconfortable. L'histoire de la famille doit être racontée aux enfants. Même lorsque votre frère a tenté de vous tuer, dites-le aux enfants et apprenez-leur l'amour. Un jour, on nous avait envoyé, papa, mon grand frère n'avait pas compris, il voulait même me tuer un jour. Même moi, je vous dis, c'est ça qui m'a fait fuir, mais ça ne fait rien. C'était, sachez qu'il peut y avoir des gens méchants, essayez de détecter. Voilà comment, quel type de langage on tient aux enfants. Vous êtes né en ville, des rares fois que je vous ai amené au village, et je n'ai amené que des aînés, des autres, parce qu'en réalité, tout individu est inséparable de sa lignée. Il ne fait que perpétuer la lignée. Il ne fait que le perpétuer. Donc, quand ce monsieur, pourquoi je dis qu'il a gâté son corps? Il savait très bien qu'il n'est pas en harmonie. Il s'est déconnecté de la famille. Était-il dans des orientations, je pourrais même dire religieuses, je ne parle pas nécessairement des religions qu'on connaît là, c'était soit des sectes, des trucs ésotériques,
Mais là, moi, c'est toute une lignée qui est bafouée parce que les enfants donneront également vie à d'autres enfants qui auront des enfants. C'est-à-dire que c'est toute une génération à venir. À partir de ces enfants, c'est 6 générations qui seront perturbées. Ces enfants constituent la première génération. Je pense donc qu'ils seront perturbés au moins sur 6 générations. Au moins. Parce que pour nous, on vous dit souvent les traditions ne se valent pas. Ou alors, si vous voulez, les traditions ne sont pas les mêmes. Vous, on vous a appris que quand quelqu'un est mort, il est mort, c'est un défunt. Le terme défunt veut dire inutile, veut dire déchet. Nous, on ne parle pas de défunt, on parle de mort. Et on vous dit les morts ne sont pas morts. Nous, c'est quand quelqu'un meurt qu'il continue à travailler. Justement pour pérenniser la descendance. C'est le corps physique qui disparaît. L'âme ne disparaît pas, l'âme qui nous permet de parler. L'esprit encore moins. Donc nous, c'est le mort. Pourquoi on en parle à nos ancêtres? Les morts ne sont pas morts chez nous. Bon, chez vous, c'est cela. Donc ici, c'est vrai, on peut rectifier ce problème, on peut régler. Maintenant, il faut de la volonté de ces enfants-là, surtout comme son fils aîné. N'en réparer en disant, oui, comme vous savez, bon, malheureusement, même leurs oncles, ils sont restés entre les enfants maintenant. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui pourra maîtriser les rituels pour ramener le corps de papa au village, avec ce que cela comporte comme rituel approprié pour redresser la famille, de faire des bénédictions qu'il faut, ce que papa n'a pas fait, et en corrigeant justement ce mauvais karma que papa a laissé sur ses enfants. Donc c'est cela, c'est cet homme-là qu'il faudra trouver désormais. Mais sinon, mon fils, vous êtes perdu sur 6 générations. Mais la nature règle souvent ça comment? Il y aura parmi vous un garçon ou une fille qui naîtra avec 4 yeux. Mais si vous les amenez dans les églises, il sera encore perdu. Donc quelqu'un qui vous dira, grand-mère va vous dire ceci, va lui parler. Là-bas, on vous dira que non, on ne sait pas vraiment, est-ce qu'un enfant peut naître avec 4 yeux? Et vous dites oui, il naîtra avec 4 yeux. On lui donnera les orientations, comment faire. Voilà comment la civilisation négro-africaine règle ces choses-là. D'accord. Bon. Dominique Audrey, lorsqu'on a la sœur qui est alitée jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on a tout essayé, mais rien ne semble avoir pris. Et l'unique solution, c'est aller à l'opposé de ce que papa a laissé comme consigne. Est-ce qu'on devrait, moi perso, je crois, est-ce qu'on devrait se poser la question? Et peut-être avant que je parle, ne dites jamais, quand vous enterrez quelqu'un, que repose en paix. Comment ça? Parce qu'il ne se repose pas. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il continue à vous entretenir. De quelle façon? Par son âme et son esprit. Attendez, vous pensez que le corps physique est le seul existant? Ne dites jamais repose en paix. Parce que nous, on ne se repose pas quand on part. On veille sur notre descendance. Donc c'est ce que je voulais dire. Excuse-moi ma fille. Nous, on dit, voilà, rip. Voilà. Ne dites jamais ça. On apprend. Ne dites jamais ça. Ne dites plus jamais ça. On apprend tous les jours. Alors, Dominique Audrey, vous, comment vous aurez réagi à la place de cette famille aujourd'hui? Surtout que jusqu'ici, rien ne semble s'améliorer pour la jeune fille. Est-ce qu'on dira, peut-être comme on m'égrène, que le papa a été foncièrement méchant? Parce que si vous avez des enfants, vous ne souhaitez pas qu'ils fassent un certain nombre de choses. Est-ce que l'idéal, ce n'est pas de votre vivant de recadrer? Ne le faites pas parce que, voilà, j'ai été régné par mes ancêtres, j'ai été déçu par X, par Y. C'est ce qui m'empêche aujourd'hui de ne pas retourner dans ce village. Si demain, il s'avère qu'il y a des problèmes et que vous voulez même retourner là-bas, allez rencontrer tel... C'est-à-dire qu'il est laissé dans le noir pratiquement. Il n'a donné aucune piste de solution, aucune sortie. Il les met dans un impasse terrible parce qu'eux, ils ont des enfants également. Ou alors, ils auront des enfants à qui il faudra rendre compte. Parmi eux, il y a forcément des garçons, mais il y a des filles, il y a forcément aussi des garçons qui auront besoin d'avoir une concession, qui auront besoin d'avoir leur village. Donc désormais, la concession familiale, là où on a enterré le père, je ne sais dans quelle ville, finira donc par être leur village. C'est-à-dire que si on a enterré le père à Yaoundé, Yaoundé devient dans leur village, même s'ils sont de Banka ou je ne sais pas quel autre village. Oui, malheureusement c'est ça. Il y a que certains parents ont du mal à délier la langue
à pouvoir parler de certaines choses. Je connais une femme qui, sa mère ne lui a jamais dit qui était son père simplement parce qu'elle a été issue d'un viol. Toute la famille quasiment savait, mais personne, même la mère de la fille, n'a jamais osé lui dire. Elle a dit que jusqu'à la tombe, elle ne parlerait jamais des circonstances de la naissance de sa fille. Donc il y a des parents qui malheureusement préfèrent mourir avec ce qu'ils considèrent être des secrets et ne pas le révéler à leurs enfants. Quelquefois, le viol se fait par un membre de la famille. Donc en plus du secret, elle laisse les sentiments d'inceste dans la famille qui va bloquer et va faire mourir les enfants. Voilà. Oui. Bon, Et ça, j'ajoutais seulement. Voilà, si c'est un membre de sa famille qui l'a violé, voilà, les gènes, voilà. Un enfant arrive à 15 ans, il meurt subitement. On s'est dit, on l'a vendu, alors qu'il y a une situation d'inceste qu'on pouvait régler. Donc, ici, le tort qu'on pourrait imputer, selon moi, c'est aux oncles qui ont laissé que l'enterrement se fasse en dehors du village. Bien qu'on leur aurait dit que si jamais ils essayent et tout, le sous-entendu, c'est simplement, comme Mbambok l'a mentionné, c'était quelqu'un de méchant. Parce que s'il vous a déjà dit, et il y a des témoignages qui l'ont présenté, parfois vous allez enterrer et le corps se renverse, et la tombe retombe, la voiture le cercueil tombe, la voiture ne démarre pas, et un certain nombre de choses. Ça veut dire que la personne, au-delà de tout ce qu'elle pouvait avoir comme récrimination pour certaines personnes dont on n'a pas l'identité, impute cela même à sa progéniture et à ses frères qui ne sont pas d'accord. Moi, à la sœur, simplement, moi, j'aurais dit, maintenant libre à chacun de faire ses choix, de se retourner simplement vers Dieu. Parce que les pactes, les alliances que nos parents signent et qui nous engagent contre notre volonté peuvent être brisés. Vous n'avez pas à être malade parce que votre père n'a pas fait ci ou n'a pas fait ça. Donc, il faut se retourner vers les personnes idéales, justement, pour vous accompagner vous-même dans le processus de rompre, pour rompre ces liens-là qui vous attachent à une quelconque alliance de votre père. D'accord. Oui. Alors, Pamela Fomen, c'est tellement difficile à digérer. Moi, j'ai du mal aussi à comprendre. Même si le père a dit à ses enfants, ne m'enterrez pas dans ce village, je regrette pourquoi j'ai enterré mes parents là-bas, mais il a des frères. Pourquoi les frères n'ont maudit par rapport à cela? C'est-à-dire que vous pouvez décider qu'on ne vous enterre pas à X endroit, on vous enterre à tel autre, mais vous en parlez avec vos frères qui pourront vous dire, non, écoute, laisse tomber cette histoire, c'est ton village, c'est notre village, on t'enterrera là-bas si tu n'es pas là le moment venu. Ça, c'est avant que le père ne décède ou bien... Je pose la question, il devrait peut-être le faire. Oui. Mais s'il décède et aucun frère ne s'oppose au fait qu'on l'enterre dans la maison si vous familiale. Permettez, le problème justement, c'est que quand le papa a dit ça à son fils n'est pas allé du vivant du père dire à ses oncles que papa refuse qu'on l'enterre là-bas pour que les oncles viennent parlementer. Il a attendu que le père meure et dire aux oncles que mon père a dit qu'on ne l'enterre pas là-bas. À qui la faute maintenant? Au fils ou bien peut-être même c'est le père qui lui a dit. La famille est divisée. Oui, par exemple. Oui, ça veut dire que la famille c'est pas très homogène dans cette famille. Oui, tout à fait. Et peut-être le père aussi lui a dit, comme je suis en train de te dire, il ne faut pas en parler à quelqu'un. Peut-être c'est le cas et il n'a pas justement partagé l'information avec ses oncles. Mais je pense quand même que lorsqu'on est parent, vraiment, le minimum c'est d'assurer l'avenir de ses enfants. Quand je parle d'avenir, c'est que si je ne suis pas là aujourd'hui, mes enfants deviendront quoi? Je pense que le monsieur devrait se poser cette question. Aujourd'hui, cette jeune fille, honnêtement, je ne sais pas ce que je vais lui donner comme conseil. Parce que est-ce qu'elle va aller à l'encontre des décisions de son père? Jusqu'à là, je pensais que ça s'arrêtait uniquement au niveau de l'enterrement. C'est-à-dire qu'on ne l'enterre pas dans son village, mais aller jusqu'à dire que ses enfants doivent se détacher de la famille de leur père. Pour moi, c'est difficile. Parce que la fille aujourd'hui, si elle va... Comme le Gambia a révélé qu'elle doit partir du côté de son père pour voir clair. Si elle va, son père dans la tombe sera contre elle. Si elle ne va pas, elle va mourir. Finalement, elle se met dans quelle position? Là, c'est vraiment compliqué. Je pense que les parents, à un moment donné, on peut faire des erreurs dans la vie, ça arrive. Mais avant de partir, au moins, qu'on essaye d'arranger la route pour sa progéniture, c'est important.
moi, je ne peux pas conseiller à cette jeune fille d'aller à l'encontre de la volonté de son père. Honnêtement, je ne pourrais pas lui dire ça ce matin, sauf si ses oncles... Au risque de sa vie. Oui, mais là, elle ira et son père dans la tombe sera contre elle. Sauf s'il y a une garantie, je ne sais pas, une garantie venant des frères de son père qui sont également, qui peuvent également être le père de la jeune fille. Garantie que d'accord, il y a des traditions qu'on doit faire du côté de ton père qui vont forcément retirer un certain nombre de charges derrière vous. Si c'est une garantie, tant mieux. Si ce n'est pas, je ne souhaite pas qu'elle entre en conflit avec son père qui est dans la tombe, parce qu'il y a bien des choses qu'on décide de faire volontairement, sachant que la personne de son vivant vous a dit je ne voudrais pas que tel autre... Donc qu'elle ne se soigne pas. Ok, acceptez donc qu'elle se soigne. Non, je pose la question. Et la retombée, c'est elle qui va devoir subir cela. Pas être vivante. Je pose la question, donc qu'elle ne se soigne pas. Elle peut être vivante et qu'elle ne conçoive jamais. Ça peut être... Et oui, qu'elle ne se jamais, qu'elle n'aille pas dans ce village, qu'elle n'aille pas dans ce village, qu'elle ne se soigne pas. Avant d'y aller dans ce village, qu'elle consulte ses frères, ses oncles, je vais dire, que ses oncles rassurent à cette dame que d'accord, il y a des traditions, il y a des choses qu'on devrait faire pour couper cela. Mais s'il n'y a pas de garantie, qu'elle laisse tomber. Qu'elle laisse tomber, c'est tout. D'accord. Alors, ça, Amel, est-ce qu'elle ne pourrait pas aller sur la tombe de son père et demander cela? Papa, s'il te plaît, permets-moi d'aller au village parce que j'ai besoin d'aller là-bas pour trouver la guérison selon les dires. Elle est maudite. Par qui? Elle porte le karma de son père. Son père a eu à poser des actes Oui. répréhensibles dans cette zone. Soit il n'était pas l'enfant du défunt, c'est-à-dire de son père, Soit la mère a caché. il est allé prendre des choses qui ne lui appartenaient pas dans cette concession. Ah oui, aucun pasteur ni prêtre ne peut briser ça. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les églises, avec les cancers, meurent. Aucun pasteur. On a parlé de lien. Donc, je dis... Non, mais pour Dominique Audrey, si On parle de prie lien. celui... Si mon père allait Je dis, signer ses alliances, vous allez on prie. briser... Donc ça n'a rien à voir avec... Quand je vais m'asseoir, quand je vais m'asseoir, je dis, oh Yengel, ça te prend. Ça te prend. Parce que ton nom a une histoire. Ton nom a une origine. Ça te prend. Va même chez le pape. Dors même avec le pape. Dès que je prononce, ça te prend. Commence par changer de nom. Et pour changer de nom, il y a tout un rituel pour changer de nom. Charles Amel, Non, même si on change le nom, le sang, compris, c'est-à-dire, tu t'appelles même Hiroshima. Le sang là, ce sera au Yengelek. Donc, Donc, c'est tout. cette femme, l'homme a longtemps fui. Faites le tour à Douala. Vous avez plein de cimetières remplis de Yabassia et tout ça. Je cite parce que c'est un cas sur lequel j'ai eu à travailler. Oui. Il ne veut pas rentrer. Non, il y a la sorcellerie chez nous. Il y a la ceci, il y a cela. Quand vous entrez au fond et vous discutez avec les gens, vous vous rendez compte que les ancêtres, leurs aïeux, n'étaient pas si innocents que ça. Ils avaient des liens, soit dans la sorcellerie, ils avaient soit mangé, participé, ils avaient soit entendu. Raison pour laquelle, lorsqu'on a décidé de frapper, on a dit ceux qui ont vu, entendu et participé payeront le prix. Si ce n'est eux, c'est leur descendance. Quand vous mettez le pied, on demande que vous êtes qui? Vous êtes l'enfant de qui? La tête de ton père est où? Chez tous les Bantous, c'est comme ça. La tête de ton père est où? À Douala, tu viens faire quoi ici? Non. Tu es un étranger. Tu es un étranger. La tête de ton père est où? La tête de ton grand-père est où? C'est par ça qu'on s'identifie. En cas de danger, comment sauves-tu ta famille? Ta famille, ce n'est pas les vivants. Ta famille, c'est les morts. Ceux que vous dites qu'ils reposent, c'est leur tête, c'est leur relique que vous transportez pour sauvegarder et pérenniser. Ah oui, la partie la plus importante de l'être humain chez les Bantous, c'est la tête. Oui. On abandonne le corps, mais on prélève la tête. Toujours la que tête. ce soit chez les Écans, les femmes, les Bamileke et tout, c'est la tête. Donc,
je finis par en disant, elle est maudite là parce qu'elle a hérité. Si elle meurt, ça prendra un frère. Jusqu'à ce qu'on coupe. Comment rompre donc cette malédiction, parce que c'en est une, la malédiction, comment rompre la malédiction pour que tous ces enfants puissent être sains, parce qu'eux également auront des enfants. Je vais vous prendre le cas d'une famille où un monsieur, l'aîné, celui que nous on appelle au village le Mbegazé, l'aîné. Oui. Il est décédé, il a dit qu'on ne l'enterre pas chez son père, qu'on l'enterre ailleurs. Il a acheté l'endroit, il a trouvé l'endroit, il a conçu, c'est là on m'enterre. On a porté le corps, comme il a dit, les enfants ont fait les barracudas, on allait l'enterrer. Son petit frère qui le suivait est mort dans l'eau, dehors. Sa soeur qui est tombée malade est morte en Europe, on n'a pas pu la rapatrier, dehors. Ça a commencé à amener des problèmes dans la famille. À tel enseigne, on est parti le prendre en lui disant que le mbeu ne reste pas dehors, on l'a ramené. Je vous explique ça pour vous dire que chaque famille a un construit. Chaque famille a une façon de fonctionner. Ils vont rentrer. Bon, on a bien expliqué. C'est ça donc l'imaginaire collectif, donc l'ensemble des représentations à travers lesquelles un groupe de personnes s'identifie. Vous sortez de là comme ce papa-ci, il est dans le règne de l'absurdité. Il fait même 1009 de prières, ça ne change pas. Ah non, c'est son point de vue. Non, c'est pas le point de vue. On vous dit. Et elle assume tout la moment Mégane. Non, ce n'est pas par rapport à elle. C'est par rapport à l'histoire. C'est comment je veux savoir, et ceux qui nous regardent à la maison également, qu'est-ce qui aurait pu motiver cet homme à prendre une telle décision? Parce que c'est assez fort. C'était un homme qui est entré dans des choses compliquées, oui, qu'il n'a pas voulu révéler. Les choses compliquées, ça peut être que il s'est rendu compte que sa maman avait triché, n'était pas le père, le fils du père. Du père, ouais. Et on le lui a dit, oui, mais il a donc voulu forcer. On ne dit pas que nécessairement c'est cela. Oui. Mais il ne peut pas dire aux enfants que, comme vous voyez, maman m'a finalement dit, comme je ne pouvais pas, voilà. Et le fait donc d'enterrer son père là-bas, donc de le pleurer et tout, ça attire un certain nombre de mauvaises choses sur lui. C'est un cas, parce qu'on est au niveau des hypothèses. Oui. Même si c'est ça, il fallait dire aux enfants que, voilà. Il peut être entré dans les coignes, dans des choses compliquées. Et il ne dit pas. Et que la famille lui a fait des reproches en disant que, toi là, tu es allé en ville, tu t'es réveillé, tu penses qu'on ne sait pas où tu es entré là. Tu es allé mettre tes mains dans tu tues. Mais on peut te sauver, viens, on te sauve. Bon, il n'a pas compris. Ça ne part pas loin. C'est lié à la mort de ses parents. Tout à fait. C'est lié à la mort. Je regrette d'avoir enterré mes parents au village. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il a fait qu'il ne devait pas faire, qu'on lui a refusé de faire? Voilà. Quand il y a deuil, on ne tape pas le tam-tam du deuil n'importe comment. On ne danse pas n'importe comment. On ne s'aligne pas n'importe comment. Je crois que peut-être qu'il a découvert des choses après que les parents on le dit aux enfants soient déjà décédés. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de pouvoir sauver les meubles, rattraper ou reclasser cela comme il se doit. Dans tous les cas, beaucoup de courage à cette famille. Encore que le plus dur maintenant, c'est de gérer le cas de maladie qui a... Non, c'est très simple. Il rentre au village après avoir fait le rituel. Ils prennent la terre, ils ramassent la terre dans la concession du père. Il y a tout un rituel à faire. On va la oindre. Avec cette terre, bon, c'est un autre rituel, on ne peut pas le dévoiler là comme ça à la télé, mais il y a un rituel particulier pour casser ça. D'accord. Merci Charles, mais vous allez d'ailleurs garder la parole, ce sera pour cette fois nous dérouler par rapport à la colère de ce jour. Je m'interroge ce jour sur la question de la réinscription du concept de développement durable dans la politique d'implémentation de la SND 30 dans ce pays. Parcourez
la SND30, vous allez vous rendre compte que susceptiblement, on a infiltré la notion de développement durable qui a échoué avec la DSE. Peut-on parler de développement durable au Cameroun alors que l'ensemble des pratiques nous renseignent à suffisance qu'il n'est pas axé sur l'être humain dans ce pays? Nous avons 17 points. 17 points du développement durable. Les méthodes novatrices surannées pour relever les défis. Persistance de la pauvreté. Depuis la DSCE, SND30, persistance de la pauvreté. Disparité énorme quant à la qualité de vie. On vit encore plus mal. On vit encore très mal. Taux élevé de chômage. Effets sociaux défavorables des stratégies de développement fondées sur le marché. Désintégration du tissu social. Les appréhensions suscitées par la dégradation de l'environnement et la pollution. Instabilité créée par les tensions ethniques et les luttes intestines. Dire ce n'est pas faire, dire ce n'est pas conceptualiser. Au Cameroun, dire c'est dire pour dire. Dire au Cameroun, c'est dire pour plaire. Concevoir au Cameroun, c'est concevoir pour faire plaisir au prince. Peut-on parler de développement durable dans un pays où pratiquement la moitié de la population vit dans la pauvreté absolue? Pourtant, le concept était zéro pauvreté. Le chômage et le sous-emploi ont atteint des taux insupportables. Une foule de maladies menace la santé et la vie des populations. Quelles sont les maladies classées prioritaires au Cameroun? Le paludisme, le choléra. Question. Le taux d'accroissement démographique est donc contrôlé et élevé. La recrudescence des crises sociales entrave les possibilités d'éduquer les enfants dans de nombreuses régions du pays et accroît la demande de services sociaux. Pourquoi quitter officiellement du document de stratégie pour la croissance et se retrouver encore à travers la SND30 à faire la même chose? Bis repetita. Les discours n'ont pas pu procéder dans ce pays à l'éradication de la pauvreté, lutte contre la faim, accès viable à la santé. La preuve, il y a tellement d'erreurs médicales encore dans nos hôpitaux. Le cas du Jourdain nous parle. Accès à une éducation de qualité, pas de table banc, toiture enlevée, professeurs en grève, égalité entre les sexes, accès à l'eau salubre et à l'assainissement. On cherche encore l'eau potable. Le recours aux énergies renouvelables, projet futuriste. Chaque année, ça s'éloigne. Plus on se rapproche, plus on s'éloigne. La famine est en train de battre les records. Extrême Nord. Nord, ça crie, ça pleure, ça réclame, ça demande. Zéro bonne santé et bien-être. Trop de maladies. Accès à des emplois décents. Bâtir une infrastructure résiliente. Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation. Les derniers cas, Glencore, Savannah Gate nous parlent.
Pas besoin de commentaires. À ce niveau, on ne parlera pas d'industrialisation parce que même le sous-sol minier, le secteur minier à lui seul, a révélé encore des scandales. Attendons juste le jour où elles deviendront Hiroshima dans ce pays. Réduction des inégalités. Il y a eu un temps encore d'accroissement. Pourquoi essaye-t-on d'embobiner les Camerounais avec ces SND 30? Peut-on parler de développement durable alors que le Cameroun court après l'électricité? Ah oui, cette région du Cameroun souffre du problème d'électricité. Beaucoup de Camerounais n'ont pas de lumière à l'heure où je vous parle, et ce depuis au moins une semaine. Dans la zone de Douala 3, une partie de Douala 5, et j'en passe. C'est devenu les clignotants. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. On nous parle de stratégies de développement. On nous parle de développement durable. Un accent particulier, ont-ils dit, un accent particulier sera mis sur la question du développement durable dans le processus d'implémentation de la stratégie nationale de développement 2030. A-t-on réussi au moins depuis son implémentation en 2016 à procéder à l'accroissement de la productivité, de la production et de la compétitivité des produits agro-silvo-pastoraux et halieutiques, l'accès à la terre, aux équipements et infrastructures de production? Non, non, non et non. Même la mise en place d'un mécanisme de sensibilisation et d'éducation pour lutter contre la famine a échoué. Ah, Cameroun, on déshabille Pierre pour habiller Paul, on prend ce qui ne marche pas pour remplacer par ce qui ne marche plus. Merci à vous, Sœur Lamel, pour cette colère, et on parle encore de ce concept de développement durable. Je ne sais pas si les gens eux-mêmes s'écoutent lorsqu'ils parlent, parce qu'un développement qui se veut durable, on part et on nous sert simplement de la pacotille. Je veux bien comprendre sur quelle durée. C'est pour un jour, c'est pour 2 jours, c'est pour 3 jours, c'est simplement pour meubler quelques vides, ou du moins pour faire croire aux uns et aux autres que, écoutez, vous pouvez dormir tranquille, on veille, on pense à vous sortir de ce pétrin, on pourra d'une manière ou d'une autre stabiliser tous ces domaines, que ce soit l'énergie électrique, que ce soit X, que ce soit Y. Mais jusqu'ici, rien, mais alors rien n'est encore fait. Bon, Mais, tout à fait. En réalité, vous avez tellement raison, mais il faut peut-être expliquer ça clairement aux Camerounais. Le Cameroun, ça Lamel l'a dit un peu, ça rime à ce qu'on peut appeler l'ouverture des guichets au niveau de la finance internationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fonctionne pas parce qu'on a un projet à mettre en place. Ce n'est pas parce qu'on a un programme économique qu'on veut évaluer, mais parce que tellement le problème de management est très mauvais, c'est-à-dire détournement par-ci par-là, où on s'est dit, si on ouvre un guichet là-bas, il faut qu'on crée quelque chose pour bénéficier des largesses et l'accès à ce guichet. C'est pour ça que je parle de largesse, des accès à ce guichet. Notamment ce terme de développement durable. Rendez-vous compte qu'en 2017, on décide de confier au Conseil économique et social d'apprécier, de donner les conseils au président de la République sur le développement durable, donc l'environnement, le développement durable. Le Conseil économique et social qui doit avoir 150 personnes, il n'y avait que 2 vivants. À l'époque, Potro était vivant encore. Bon, 2 personnes, Yang-Luc et Zété Emmanuel, voilà les 2 membres du Conseil économique et social, à qui on demande de conseiller l'État du Cameroun sur le développement durable. Vous pensez que c'est sérieux?
Non, justement, c'est pour mettre ça. On dit, ah oui, c'est même défini dans la Constitution. Le développement durable, le président lui-même, il était à la COP21 à Paris. On avait été en 92 au sommet des Rio sur le développement climatique et tout. Donc, le Cameroun, ça rime. Précisément parce que lorsque le système des Nations Unies va dire qu'il y a un financement sûr, on est prêt. Le plus grand enjeu, c'est au niveau du ministère de... Moi, c'était l'éducation nationale à l'époque. Après, on vous crée le ministère de l'enseignement supérieur. Celui qui a connu le plus grand changement, c'est le ministère de la recherche scientifique. Ministère de la recherche scientifique. Ministère de la recherche scientifique et technique. Ministère de la recherche scientifique, technique et de l'informatique. Ministère de la recherche scientifique et de l'innovation. Et jusque-là, c'est-à-dire que partant de toutes ces recherches, on n'a eu aucun résultat concret vraiment de toutes ces recherches. Et c'est simplement les appellations qui ont été modifiées. La preuve, on n'arrive pas même pas à fabriquer les chloroquines. On a vu l'exemple ici. On a triché là. Après, on commandait le chloroquine de l'Inde et on nous a dit buvez les fipangras. Bon, voilà. Donc, la preuve, c'est cela. Vous dites ouvrir, je veux dire engager un gouvernement dans, ils appellent ça comment, document de stratégie de l'emploi, de tout ce que vous voulez. Quand ça choque, je veux dire, quand on n'arrive pas à atteindre les objectifs, on ne dit pas. On vous envoie sur d'autres pistes. À quoi sert le ministère de la promotion de la femme et de la famille? Sachons d'abord que ça s'appelait ministère de la condition féminine. Bon, le changement de dénomination là sert à quoi? Non, parce que les Nations Unies ont créé quelques programmes. Il faut s'arrimer à ces programmes-là. C'est tout. Donc, il n'y a pas de différence entre le ministère des Finances, ministère du plan de la planification de l'économie, il n'y en a pas. Vous avez vu vous-même qu'on a enlevé, on a changé juste les patrons de ces départements-là, on les a mis. Donc, en fait, ce n'est pas parce que vous vous appelez ministère des Finances et que là-dedans, il y a une direction de la planification que vous n'allez pas faire la planification. Alors que à notre époque, quand ça s'appelait ministère de l'Éducation nationale, ça partait de nous qui étions à l'école sous l'arbre, jusqu'à ceux qui étaient à l'université. Tout ça, c'était l'éducation nationale. Et un seul ministère de l'Éducation nationale s'occupait de tout, et ça marchait bien. Et nous, on envoie les noms pour le certificat de type primaire indigène, et qu'on a, en Bengan, on a mis G à la fin, il faut corriger le G. Le mois qui suit, on corrige. Mais aujourd'hui, si ton nom sort, et sans on débourser de l'argent. Oui, sans débourser, on ne déboursait rien. On dit seulement la liste provisoire arrive. Donc Bengan ne se termine pas avec G. Terminé. Le mois qui suit, on corrige. Mais aujourd'hui, requête, apparemment, vous avez même des ordinateurs qui sont savantes. Mais ça n'arrive pas. Vous voyez, et ça bloque même jusqu'à l'identification. Toi, tu as corrigé là-haut comme ça. Mais comment les gens là n'ont pas mis? Ils vont même mettre encore un point. Kanji. Mais qu'est-ce qui va passer par la suite, mon Minga, pour qu'on arrive à avoir un système qui soit devenu grippé? C'est le temps qui fait problème. Non, c'est l'entrepreneur en chef qui a installé une politique dormante. La première chose, il fallait raser, faire comme si le régime Aïdjo n'avait rien fait. Venir avec un nouveau. Mais oubliant qu'il a dit renouveau. Renouveau, ça veut dire renaître. On naît de nouveau. Ça veut dire qu'on était d'abord né. Mais on change de configuration. Mais ils ont oublié ça. Ils ont parlé comme s'ils faisaient une naissance sur la base de rien. Alors qu'il a dit c'est la deuxième. Donc, quand on change de paradigme comme ça, alors qu'on réfléchit à autre chose, ça aboutit à des c'est Gbagbo qui a tué ce pays. Il avait dit... Renouveau ne veut pas nécessairement dire les hommes... Je me rappelle, il y a eu ce débat entre Senghor et Georges Ngango. Et Paul Biya a dit, Georges, toi aussi, tu aimes trop critiquer les choses. Ça ne veut pas nécessairement dire homme nouveau, mais on s'attendrait à avoir des idées qui soient... Mais non, le président qui était donc pourquoi lui n'a pas penché sur son frère Ngango? Ils sont entrés à 6e le même jour. Ils ont vu, mais voilà. Je crois que c'est pour dire aux vraiment n'attendez pas qu'on fasse un miracle parce que non, même si on a parlé de renouveau, en réalité ce sont les mêmes personnes qui vont
continuer ce processus. La Non, mais preuve. seulement La preuve. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on vit? rien. Qu'est-ce qu'on vit? C'est la même. Qu'est-ce qu'on voit? C'est la préparation des enfants à la perpétuation. Nous sommes dans une logique de conservation du pouvoir. Donc je crois que c'est cette phrase-là, on doit l'inscrire, chacun doit l'inscrire. Renouveau ne veut pas dire nécessairement des hommes nouveaux. Vous ne pouvez pas parler de développement durable. Avec cet Emmanuel et Ayang Pendant 10 ans, qui vont 5 ans, on parle de budget programme. On va axer dans le secteur de l'eau. Jusqu'aujourd'hui, on cherche l'eau. Les robinets ne coulent pas. On parle de l'industrialisation. Et on privatise l'énergie. On privatise l'énergie, on laisse l'énergie entre les mains des privés en lui disant, gars, fais l'argent comme tu veux. Et même privatiser, on n'arrive pas à... Non, le mal, là où c'est blessant, c'est qu'on nous a fait acter que à la DSE, c'était bon. Nous allons avec une nouvelle stratégie. Mais la nouvelle stratégie, c'est les habits de Paul qu'on a donné à Pierre. Oui. Tout à fait. Maintenant, on réintroduit les mêmes concepts, parcourir les mêmes concepts. Ça veut dire que finalement, ce qui nous intéresse, c'est de l'argent, débloquer cela. Parce que si on ne fait que produire la même chose, c'est-à-dire que sur des formats différents, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire, l'année, on va changer de papier, on va changer de formule, mais le fond, Dominique Audrey, reste le même. Je termine. 2 secondes. Oui. En 2017, nous étions au Kenya. À l'Assemblée nationale, on a procédé à la présentation d'un projet. Les députés, au moment où on fait la lecture et tout, les députés se rendent juste compte qu'on a déplacé une virgule. On a paraphrasé, on a déplacé une virgule. Ils ont fait opposition. Ça a déclenché des bagarres au sein de l'Assemblée nationale. Si on avait des vrais élus, des vrais députés, pas des députés officieux, et qu'on voit officiels, tout ça, qui prenaient la peine de parcourir, de lire, d'analyser avec dictionnaire à l'appui. Parce qu'on sait utiliser des mots un peu compliqués pour en rire. Si on réussissait à parcourir, ces députés allaient faire opposition sur beaucoup de choses qui ne passeraient pas. On ne peut pas aujourd'hui, parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, la majeure partie des financements sont axés dans le secteur de l'eau et de l'énergie, énergie renouvelable et la santé. Tous les budgets, regardez dans tous les organismes, mais on axe notre politique, et là je rejoins Mambo pour grappiller. On a lancé un projet là, Konsamba, ça n'a jamais déclenché. On va à tel endroit, on lance un projet, ça veut dire que jour on torpille, on crée les avenants. Mais on devrait au moins avoir cette capacité à pouvoir abandonner, régénérer, vraiment et fleurir différemment, ou tout au moins reconnaître ses faiblesses, si ce n'est dire ses manquements aussi, Dominique. Et là on dit ok, d'accord, on n'a pas pu être à la hauteur, les populations sont toujours dans le noir, on a du mal à avancer, on parle de concept de développement durable, mais jusqu'ici on n'est même pas en train de se développer, on n'est pas en train d'avancer. Abandonner, c'est la meilleure des choses. Au moins, vous faites preuve de votre incapacité. Bon, l'a mentionné. L'objectif ici n'est pas de donner de l'eau aux populations. Ce n'est pas de donner des salles de classe dignes aux populations. Ce n'est pas de fournir les hôpitaux en matériel. Ce n'est pas de réduire la faim dans le pays. C'est de pouvoir aller au guichet et valider, comme on dit, le ticket. C'est tout. On annonce un projet, on fait un ramdam, certaines télévisions viennent filmer, et après on dit c'est bon, on a commencé à implémenter le projet, il faut de l'argent, on est bloqué à tel niveau, c'est tout. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir quel est le réel but d'avoir des stratégies ou bien ce DSCE quand on sait qu'on a déjà un ministère de l'eau et de l'énergie qui est censé donner déjà de l'eau. Quand on a un ministère de la santé qui doit gérer la santé, quand on a tel, pourquoi est-ce qu'on doit mettre un document sur pied pour fournir ces éléments sociaux de base? Parce que pour moi, on ne devrait plus être à ce niveau. Si on a un document stratégique pour le développement, il devrait être axé peut-être sur l'industrialisation, parce que c'est là-dessus qu'on doit marquer un certain temps. Quand vous parcourez les quartiers et tout,
les robinets, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'à la base même, on n'a absolument rien. Et que c'est SND 30 qui va venir donner les premiers robinets. Après le SND 30, on va devoir mettre un autre document sur pied qui va dire, bon, maintenant, SND 40 et tout ça, il va falloir avoir plus d'écoles, on va passer au forage, on va passer au château d'eau. On est en retard, on est beaucoup trop en retard. Les ministères, ça ne travaille pas comme il se devrait. Donc, le développement durable, oui, peut-être pour les autres pays qui sont aussi affiliés à ces organisations, mais chez nous, on en est très loin. Et on n'est même pas conscient de ce retard-là. Malheureusement, ou alors, on espère justement qu'avec toutes les colères qu'on porte ici, on pourra observer des changements. On va tout de même dire qu'on a eu des colères qui ont réussi à faire bouger pas mal de choses, où on a eu des résultats par la suite. Vivement, si toutes les colères pouvaient autant porter des fruits. À tout de suite.